Ah, vous êtes là? Eh ben bienvenue. Vous êtes sur Médusa, un nouveau média pour respirer un peu dans cette période de zémorisation généralisée. Je suis Martin Lévis et aujourd'hui on va parler de la crise politique qui touche aujourd'hui l'Afghanistan et de ce que ça révèle de notre façon de traiter les étrangers, les exilés, les migrants, peu importe comment vous les appelez. C'est une scène stupéfiante. Ces images, vous les avez sans doute vues passer. On y voit des Afghans, désespérés, tenter vainement de monter à bord des derniers avions occidentaux, quittant la ville de Kaboul ce 16 août 2021. La veille, les talibans, groupe armé d'extrême droite islamiste, avaient reconquis la capitale afghane, près de 20 ans après l'intervention américaine qui les en avait fait partir. Alors face à ces personnes fuyant le retour de ce régime d'extrême droite islamiste, quelle a été la réponse des pays occidentaux qui avaient par ailleurs envahi le pays 20 ans auparavant pour défaire ce dit régime? Vous devinez pas. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Mais là, ce matin encore, je recevais un message de Human Rights Observer, qui est une association présente sur place, qui me disait qu'une expulsion avait encore lieu ce matin. Donc les expulsions ont lieu tous les 2-3 jours. C'est vraiment quasi quotidien et cette situation-là est super compliquée en fait pour les personnes. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Flux migratoires, marée de migrants, vagues migratoires, c'est autant de formules toutes faites qui abondent dans les médias traditionnels et qui n'ont qu'un seul but, c'est déshumaniser les personnes pour qui l'exil, c'est la dernière solution de survie. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de vagues migratoires? En 2020, il y avait 2,6 millions de réfugiés afghans dans le monde entier. Et ils étaient 45 000 à vivre en France en 2021 selon le journal Le Monde. Soit à peu près une ville de la taille de Bayonne. Sacrée invasion. On se sent tout de suite grand placé. Toujours selon le journal Le Monde, moins de 13% des réfugiés afghans arrivent en Europe. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui devrait baisser en 2021. Attends, il devrait y en avoir moins alors que les talibans ont pris le contrôle du pays? Mais comment ça se fait? Il y a un problème? Tu sais Jamie, c'est très simple. En fait, les gouvernements des États occidentaux, et en particulier celui de la France, sont de gros hypocrites. Des hypocrites! Des hypocrites! Au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils parlent et reparlent de la lutte contre l'islamisme radical, le terrorisme international, si bien qu'aujourd'hui on peut pas allumer 2 minutes une chaîne d'infos sans qu'on revienne sur le sujet en boucle. Ça va? C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille? Mais aujourd'hui, ils sont prêts à serrer la main des talibans et à reconnaître à demi-mot le régime, et ça pour des raisons peu avouables. Arrêter les régularisations, Passeport républicain, Quota. quota migratoire, Quota. politique migratoire. l'assimilation. Le problème des migrants, C'est immigration zéro pour ces pays à problème. Stopper les flux migratoires. l'immigration illégale que je veux combattre, Un moratoire. Supprimer. les allocations familiales. On sélectionne ceux qu'on veut laisser rentrer. 1200 Afghans arrivés en France sur 8 vols depuis la prise de Kaboul. Vous appelez ça un afflux massif, Julien Oudoul? Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a une autoroute migratoire qui est en train de se constituer. Emmanuel Macron veut regarder le sujet de l'immigration en face. Le chef de l'État a demandé à la majorité de ne pas être un parti bourgeois. Le président de la République s'est exprimé hier devant quelques 200 parlementaires. À 15 jours d'un débat sur ce sujet au Parlement, le chef de l'État a durci le ton donc sur l'immigration.
Leur seul objectif en faisant ça, c'est d'avoir un argumentaire pour refluer des réfugiés et ne pas dépenser un centime de plus dans une région qu'ils ont participé à dévaster. Prenons le cas de la France. Jusque-là, les Afghans qui demandaient l'asile sur le sol français avaient droit à un statut spécial, la protection subsidiaire 3. Pour faire simple, c'est beaucoup moins protecteur que le statut de réfugié, qui lui est extrêmement difficile à obtenir. En gros, ça permet à des personnes qui n'ont pas été directement visées par des persécutions, mais qui viennent de pays à risque, d'obtenir un titre de séjour temporaire en France. Temporaire parce que lorsque l'administration française juge la situation du pays redevenue stable, les titres de séjour ne sont plus renouvelés. Mais vous connaissez la méthode d'Emmanuel Macron, j'imagine. Maintenant, Mediapart a révélé le 28 août dernier un document de la Cour nationale du droit d'asile affirmant que la prise de Kaboul par les talibans signe la fin du conflit. Malgré plusieurs attentats de Daesh au Khorasan face aux talibans, malgré aussi la poursuite des combats dans le nord du pays face à l'Alliance du Nord, et il y avait un autre truc, je sais plus quoi. Ah oui, mais c'est vrai, un détail, le pays est devenu une dictature d'extrême droite islamiste. Bon, c'est un détail, pardon, effectivement. Bref, la France ne délivrera plus de protection subsidiaire aux demandeurs d'asile afghans. Ils peuvent tous aller crever, j'imagine, sans doute ça. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais l'État français, on dirait, s'emploie à aider les talibans dans leurs tâches. Et régulièrement, ils sont victimes de violences policières de la part de l'État. À Paris, à Calais ou à Marseille, les Afghans et les autres exilés sont régulièrement obligés de dormir dans la rue. Mais une situation qui visiblement déplaît beaucoup aux pouvoirs locaux et à l'État, qui a décidé d'agir en gazant et en détruisant les tentes des migrants pour qu'ils ne puissent pas dormir du tout. Oh. Vous vous rendez compte de ce que l'on suggère, que l'on pourrait comme ça impunément lacérer des tentes. On ne peut pas accréditer l'idée que délibérément on souhaiterait au niveau gouvernemental. Oui. Voilà, ces choses, elles ne peuvent pas être posées de cette façon, pardon de le dire. Je le dis avec véhémence parce que je ne veux pas qu'il y ait un seul téléspectateur qui puisse ce soir penser une chose pareille. Ils sont même pas embarqués. Ils sont juste dégagés un peu plus loin. Le but est simple. Rendre leur vie impossible. Et surtout, les dégager de la vue des bourgeois du centre-ville. Et en dehors de ça, on peut remarquer à quel point le statut de réfugié est un héritage de la colonisation. Par exemple, l'État français restreint régulièrement son application et refuse de reconnaître en tant que réfugiés des personnes issues de pays amis. Le genre d'amis que normalement on n'hésiterait pas à appeler dictateurs. Des exemples plus récents existent, mais on peut parler du cas des Zaïrois dans les années 80, largement déboutés du droit d'asile parce que le président du Zaïre était un ami de l'État français. Mais c'est quoi exactement un réfugié ? C'est quelqu'un qui, dans son pays, est persécuté pour ses opinions politiques, sa religion ou sa race, entre guillemets. On parle bien de race sociale, évidemment. Bon, c'est une vision très libérale du réfugié, parce que ça permet effectivement, c'est une bonne chose, de protéger les victimes de violences politiques, et notamment de les protéger des gouvernements tyranniques. Mais c'est une définition aussi très individuelle de ce qu'est un réfugié. Comme l'explique la chercheuse Karen Akoka, on aurait pu imaginer un statut du réfugié pour les personnes victimes de violences économiques. Et cette définition-là, elle est négociée dans le cadre de la Convention de Genève. Elle est portée par les pays du bloc occidental parce qu'en fait, au fond, elle permet de protéger des victimes de violences politiques. Ouais. Elle permet de protéger les libertés civiques, politiques, individuelles plutôt,
et de mettre en accusation les gouvernements tyranniques qui bafouent ces victimes. Elle reflète bien l'idéologie libérale qui met les droits civiques au-dessus des droits socio-économiques, qui met les droits politiques au-dessus des droits socio-économiques et individuels au-dessus des droits collectifs. Et c'est une définition qui n'a pas été acceptée, par exemple, par l'Union soviétique. Et on aurait pu imaginer une définition du réfugié victime de violences socio-économique, mais on ne dit pas dans notre vocabulaire violence économique, c'est un terme qui n'existe pas, on ne dit pas combattant de l'égalité, on dit combattant de la liberté. Et donc ça dit bien en fait une espèce de hiérarchie aussi des droits et des légitimités qui est très propre en fait à la pensée libérale et qui s'ancre dans cette période-là. Pourtant, quand on voit les conditions de travail dans les mines de coltan au Congo, ou qu'une usine de textile s'effondre au Bangladesh et tue 1100 travailleurs et surtout travailleuses, la question de la violence économique, elle se pose sérieusement. Serait-ce plus difficile de mourir torturé ou emprisonné que de surmenage ou de pauvreté? Visiblement, le capitalisme a décidé que oui. Et de nos jours, en France, le statut de réfugié est tellement restreint que seules quelques personnes parviennent à l'obtenir. On peut citer par exemple les personnes LGBTI, lesquelles sont presque systématiquement déboutées de leur droit d'asile par l'OFPRA. Ils reçoivent ensuite une jolie OQTF, obligation de quitter le territoire français. On les envoie ensuite en Haïti, où les lynchages de personnes LGBT sont très fréquents, ou au Nigeria, où l'homosexualité est illégale et conduit en prison. Et les passeports alors? Mais tiens, parlons un peu des passeports. C'est un outil qui a émergé au XIXe siècle, au même moment que la notion de nationalisme. En effet, c'est avec la naissance de l'État-nation que l'on commence à contrôler les entrées sur le territoire, alors qu'à l'époque féodale, on contrôle plutôt les sorties, avec le servage par exemple. Aujourd'hui, le passeport, c'est un vrai marqueur pour les États. Il leur sert à différencier les populations qui sont acceptables de celles qui sont difficilement tolérables. Et comme ce sont les pays riches qui ont édicté les règles du passeport, évidemment, c'est les pays riches qui ont le plus de facilité à voyager. Si vous êtes détenteur d'un passeport de la République française comme celui-ci, vous pouvez voyager sans aucun visa dans 186 pays sur 227. Pas mal, franchement. Par contre, si vous êtes détenteur d'un passeport afghan, aïe, ça pique. C'est seulement dans 25 pays que vous pouvez aller, sans aucun visa. Et des pays très sûrs et très riches comme Haïti, la Mauritanie ou le Bangladesh. Voilà. C'est clairement une politique de contrôle des populations qui divise les personnes entre les bons et les mauvais, entre les populations des pays riches et celles des pays pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors j'entends déjà les gens s'offusquer dans les commentaires. Oui, mais vous voulez ouvrir les frontières en fait, vous voulez qu'on soit tous grands remplacés, que les terroristes débarquent chez nous, vous êtes une bande de sales gauchistes. Bon d'abord, moi je vous renvoie à l'excellente vidéo de Nirina qui démontre point par point comment la théorie du grand remplacement est une théorie raciste et qui fonctionne sur l'essentialisme racial. Et les terroristes alors? Parce qu'on va en parler, les terroristes. Mais justement, est-ce que c'est pas plus simple de surveiller des gens qui passent par des zones surveillées? Et puis, la majorité des attentats prévus en Europe aujourd'hui sont le fait de l'extrême droite réactionnaire, catholique ou nazi. D'ailleurs, quand on y pense, la plupart des attentats terroristes aujourd'hui sont le fait de l'extrême droite. Puisque, rappelez-vous, les islamistes sont d'extrême droite. Bah oui, ils ont la même idéologie que les réactionnaires. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, comme toujours, quand il s'agit de politique, il y a plusieurs alternatives. Contrairement à ce que nous rabâche la droite et l'extrême droite. On peut, comme l'ont choisi l'extrême droite de Zemmour et Le Pen, et la droite de Macron et Pécresse, décider, sur des bases racistes, de dépenser des milliards par an
pour faire de la France et de l'Europe une forteresse, en payant des pays pour qu'ils ghettoisent des populations en exil, et en laissant des milliers de personnes mourir en mer ou finir esclaves en Libye. Ok, c'est raciste, inefficace et meurtrier, mais on peut le faire. Et vous vous doutez bien que c'est pas ce qu'on va préconiser ici. Ce qu'on peut faire, et hyper facilement, c'est faciliter l'octroi des visas. Et ça va changer radicalement le quotidien des milliers de personnes exilées en France. On peut, et même on doit, supprimer les CRA, les CRA qui sont pires que des prisons, les rafles des flics dans la rue, les destructions de tentes en plein hiver, et les déportations de population. C'est simple, basique. Mais bon, ça, c'est déjà très très bien, hein. Mais c'est un peu aussi mettre un pansement sur une jambe de bois. Parce qu'on traite pas vraiment le problème à la racine. Non, ce qu'on peut imaginer, c'est un monde sans frontières. Ce qui implique aussi un monde sans État, pour contrôler les populations, et sans capitalisme, pour asservir et diviser les populations. Mais bon, j'ai déjà 6 pages de texte, donc on va en rester là pour aujourd'hui. On fera d'autres vidéos pour en parler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Bon voilà, c'était le premier épisode de l'œil de Médusa. J'espère que ça vous a plu et merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je m'excuse pour les petites erreurs techniques, aussi parce que je n'ai pas parlé de tout. Le problème que j'ai eu, c'est que sur l'immigration, il y a presque toutes les semaines une nouvelle connerie du gouvernement, des États européens ou des fachos. Notamment, je n'ai pas parlé de la Biélorussie. Alors effectivement, c'est un sujet assez velu, mais c'est bien. On refera sans doute d'autres vidéos dans ce style-là. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce qu'on refera très très vite de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, elle est déjà tournée. C'est un entretien que j'ai réalisé avec Charlène Fleury sur l'impact écologique de l'aviation et qu'est-ce qu'on peut en faire surtout. C'est un peu ça l'ambition de Médusa, c'est d'essayer de parler des problèmes et de donner des solutions qu'on peut essayer de faire individuellement ou collectivement. J'espère que ça vous plaira et bonne journée à tous.